Bonjour, Bonjour Monsieur Roger, bienvenue. excusez-moi de mon retard, je suis confus. On était un petit peu inquiets, Non, ne vous j'avoue. inquiétez pas. Mais les rendez-vous s'enchaînent, donc c'est pas toujours, facile d'être pile à l'heure. Très bien. Écoutez, je suis ravi de rejoindre ce webinaire. Bonjour Johan. Oui, nous allons, Comment oui, voulez-vous procède? nous allons donc lancer ouvrir ce webinaire. Très Donc nous volontiers. avons 57 participants, mais sans doute que d'autres personnes vont nous rejoindre. Donc pour tous les participants, merci de vous être connectés. Bonjour à tous. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc notre webinaire, il va se dérouler en fait en deux parties. Une première partie où donc Monsieur Roger, délégué ministériel en charge de la grande cause nationale, nous présentera en fait les objectifs et les projets relatifs à ce dispositif. Et puis ensuite, nous aurons Arnaud Gandet, donc chargé de projet à la Direction générale France Travail, qui nous présentera le dispositif des clubs sportifs engagés. Donc, chaque intervention va durer entre 15 et 20 minutes. Et après chaque intervention, nous répondrons à vos questions. Donc, pour ce faire, on vous invite en fait à noter vos questions dans la conversation au fur et à mesure en fait de la présentation. Pour ce faire, il faut que vous activiez en fait le petit onglet comme quoi vous posez vos questions à tout le monde. Donc voilà, dans le chat. Et puis en fait, juste pour vous indiquer que dans le cas où nous n'aurions pas le temps de répondre à l'ensemble de vos questions, nous rédigerons une petite foire aux questions qui vous sera transmise à l'issue en fait de ce webinaire. Je vous précise également qu'un replay sera disponible à l'issue de ce webinaire. Voilà, donc les petits éléments techniques étant calés, je vais donner la parole à Johan pour ouvrir cette session de webinaire. Merci beaucoup, Martine. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Martine, donc Martine Robert est directrice de la performance sociale de la Fédération. Et puis, il y a toute son équipe qui est autour d'elle pour l'organisation de ce premier webinaire de l'année 2024 qui est dédié à ces dispositifs pour mettre en valeur ce que vous faites au quotidien dans les clubs et vos contributions dans la vie de vos adhérents, mais aussi de vos territoires de manière plus générale. Premier webinaire d'une année exceptionnelle, cette année 2024 à plein d'égards. D'ailleurs, on se donne rendez-vous le 29 janvier à 18h30 pour une cérémonie des vœux où on se projettera sur tous les grands jalons de cette année olympique, paralympique, électorale, etc. Mais surtout, ce qu'on veut évoquer aujourd'hui, c'est la question de l'image du sport, qui peut parfois être différente entre ce qui est retranscrit dans les médias et ce que vos adhérents y vivent au quotidien dans vos clubs, à travers tout ce que vous pouvez faire en termes d'animation, en termes de projets. Et pour ce qui concerne la fédération, le projet fédéral, il a pour but de tirer le meilleur de notre sport entre la performance sportive et la performance sociale. Cette performance sportive, pour progresser, pour gagner, pour aller chercher des médailles. Et puis cette performance sociale, c'est comment on utilise notre sport pour travailler sur le bien-être des gens, sur leur bonheur au quotidien. Voilà. Et dans ce cadre-là, nous, notre but, c'est de trouver des solutions pour vous dans les clubs, dans les comités, dans les ligues, pour assurer l'avenir de nos associations en termes d'engagement bénévole, en termes de professionnalisation, en termes de recherche de financement, en termes d'accès à des équipements. Tous ces enjeux-là, pour les traiter, eh bien, le choix qu'on a fait depuis 3 ans, c'est vraiment de travailler sur notre matière brute, notre diamant brut qu'est le badminton, et faire en sorte qu'il puisse changer les vies au quotidien, montrer qu'on est utile. Et sur cette question de l'utilité, on travaille avec les équipes de Martine sur la mesure d'impact social et sur la mesure d'impact environnemental, que vous ayez des outils vous-même pour vous auto-évaluer et pour avoir des arguments
à communiquer auprès de vos collectivités territoriales, et en particulier sur la mesure d'impact social. On avait une première promotion de 10 associations sur 2023. Là, on va lancer la deuxième promotion sur 2024. Et si parmi vous, il y en a qui sont intéressés justement par mesurer comment est-ce que le badminton change des vies au quotidien dans vos clubs, n'hésitez pas à écrire à Martine pour rentrer dans ce dispositif-là. Il reste de la place dans la deuxième promotion. Et donc maintenant, je vais passer la parole donc à Vincent Roger, que je remercie chaleureusement pour son temps et pour son intervention aujourd'hui, autour de cette grande cause qui, en complément des Jeux olympiques et paralympiques, vient montrer bien, la place que le sport peut occuper dans notre société française au XXIe siècle. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, cher Johan. Merci beaucoup, Martine, pour votre invitation. À mon tour, je vous présente à chacun et chacune d'entre vous des vœux chaleureux pour cette année 2024, qui est une année historique pour le sport français, à travers, bien évidemment, l'organisation du plus grand événement au monde que sont les Jeux olympiques, mais aussi dans la dynamique de la grande cause nationale que je vais vous présenter dans un instant. Moi, je suis ravi d'intervenir devant vous et devant les cadres de votre fédération, des présidents de clubs, parce que votre fédération est exemplaire en matière du développement du rôle sociétal du sport, et donc c'est un privilège pour moi d'intervenir devant vous tous. Pour vous résumer, la grande cause nationale, elle a été décidée par le président de la République voilà 2 ans lors d'un conseil olympique et paralympique à l'Élysée en juillet 2022 pour que la promotion de l'activité physique et sportive soit grande cause nationale en 2024. 2 raisons expliquent cette décision. La première, c'est que c'est une occasion unique de promouvoir dans l'élan des Jeux, dans la dynamique des Jeux, les bienfaits du sport qui sont si importants pour nos concitoyens. Vous les connaissez aussi bien que moi, le sport renforce la confiance en soi, le sport améliore le taux de concentration, l'activité physique et sportive est fondamentale pour le développement osseux, cérébral et musculaire de nos enfants et de nos adolescents. Le sport est créateur de liens sociaux et bien évidemment, le sport est très important pour la santé de tous et de toutes. La deuxième raison, c'est que nous sommes face à une urgence sanitaire au regard de l'explosion de la sédentarité. La sédentarité est une véritable bombe à retardement sur laquelle nous sommes collectivement assis, et à commencer par notre jeunesse. Quelques chiffres pour nourrir votre réflexion. 95% de la population adulte aujourd'hui est en fragilité sanitaire du fait d'une exposition trop forte à la sédentarité. 80% de nos adolescents sont en dessous des seuils recommandés par l'OMS en termes d'activité physique et sportive. 50% des 6-17 ans sont en précarité sanitaire du fait d'une trop grande exposition aux écrans, plus de 4h30 par jour et moins de 20 minutes d'activité physique et sportive. Nos adolescents en 40 ans ont perdu 25% de leur capital cardio-respiratoire du fait d'une augmentation de la sédentarité. Et aujourd'hui, un adolescent fait en moyenne 1 minute de plus aux 800 mètres qu'il y a 40 ans. La France se classe 116e sur 147 pays selon l'OMS en termes d'activité physique et sportive de nos adolescents. Donc vous en conviendrez avec moi, il est urgent de faire bouger les lignes, de faire bouger les Français, de faire bouger les choses en la matière. Pour répondre à ces 2 enjeux, nous avons 3 objectifs dans le cadre de la grande cause nationale. Le premier objectif, c'est de mettre le sport au cœur des politiques publiques, au cœur de l'interministérialité, au cœur du pacte républicain, convaincus que nous sommes que l'activité physique et sportive est un atout pour répondre à de nombreux enjeux de société de la France du XXIe siècle, que le sport peut être utile en termes d'inclusion, que le sport peut être utile en termes d'intégration. Très franchement, aujourd'hui, un gamin désocialisé, déscolarisé, aux frontières de la radicalité, vous le ramenez dans le giron de la République, en premier lieu par le sport, puisque ce gamin, souvent, n'a plus de famille qui a une autorité sur lui, ne va plus à l'école ou n'est pas en formation. Et donc, de nombreuses associations, des fédérations font beaucoup de choses dans les quartiers
pour accompagner ces gamins et pour qu'ils se retrouvent dans le giron de la République. Et notamment le football qui, comme vous le savez, est le 3e lieu d'éducation en France aujourd'hui après la famille et l'éducation nationale. Le deuxième objectif, c'est de mobiliser toutes les forces vives du pays. Alors bien évidemment, à commencer par le mouvement sportif, parce qu'il est évident que la grande cause nationale doit être portée par le mouvement sportif, par les fédérations, par les clubs, par les associations sportives. Mais si vous le permettez, pas que. C'est-à-dire que le sport n'appartient pas qu'au monde du sport. Il doit appartenir à tous les Français. Et nous, notre souhait avec Amélie Oudéa-Castéra, c'est que toutes les forces vives, le monde de la culture, les entreprises, les grands réseaux associatifs, les grandes personnalités se mobilisent dans cette année 2024 pour promouvoir les bienfaits, les valeurs et la pratique sportive. Troisième objectif, c'est d'inciter nos concitoyens à faire davantage d'activités physiques et sportives autour d'un marqueur fort que sont les 30 minutes. 30 minutes, c'est accessible à tous, c'est la norme OMS pour les adultes, c'est fédérateur, c'est simple. Donc tout au long de l'année, nous allons insister sur ce marqueur fort, un peu à l'image, si vous me permettez cette comparaison, des 5 fruits et légumes. En vérité, on a 2 objectifs. Les 5 fruits et légumes, vous savez, c'est ce vieil adage que maintenant tout le monde connaît. Et les 5 fruits et légumes, on a réussi une opération sur ces 20 dernières années à, que tout le monde le sache. Il n'y a pas un Français qui ne connaît pas l'histoire des 5 fruits et légumes, que c'est bon pour la santé et bon pour tout. Et le deuxième objectif, c'est que le plus de Français y tentent. Et bien, les 30 minutes, c'est exactement la même chose. Premier objectif, c'est que tous les Français, d'ici la fin d'année, soient au courant que 30 minutes d'activité physique et sportive, c'est bon pour chacun d'entre nous, c'est bon pour ses enfants. Dans ce cadre, on va par exemple créer un baromètre des 30 minutes en partenariat avec le CIC et le Parisien. Et le deuxième objectif, c'est que le plus de Français possible y tendent à faire au moins 3, 4, 5 fois par semaine 30 minutes d'activité physique et sportive par jour. L'objectif aussi derrière ça, c'est de multiplier les lieux et les atmosphères où on puisse faire du sport. Quand je dis les lieux, c'est bien évidemment avant tout les clubs que vous portez en tant que représentant du mouvement sportif, mais c'est aussi le sport connecté, c'est aussi le sport en milieu professionnel. Aujourd'hui, vous avez que 13% des entreprises qui développent l'activité physique et sportive. Notre ambition, c'est de le doubler d'ici la fin de l'année. C'est aussi de développer le sport en famille. Je vous expliquerai certains événements qui vont se produire dans le cadre de l'année 2024. Et qu'en gros, le sport soit partout dans la société et que la pratique du sport soit développée le plus possible, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans tous les lieux possibles et imaginables où on puisse développer la pratique sportive avec une approche à 360 degrés. Pour atteindre ces 3 objectifs, on a 5 leviers dans le cadre de l'organisation de la grande cause. Le premier levier, c'est un collectif de militants du sport qui réunit des entreprises comme le Crédit Mutuel, comme demain sans doute L'Oréal, comme la Matmut, comme Basic Fit, comme bien d'autres, des associations comme la Croix-Rouge, le groupe SOS, bien évidemment le mouvement sportif dans son ensemble. Vous êtes par définition et par essence des militants du sport, mais qui regroupent des institutions comme la CNAM. J'ai entendu qu'il y aurait un intervenant de France Travail ensuite. On essaye d'avancer avec France Travail sur le fait d'un partenariat dans le cadre de la grande cause, et aussi des personnalités comme Didier Deschamps, comme Amélie Mauresmo, comme Marie-Josée Pérec, des personnalités aussi qui ne sont pas liées au monde du sport directement, mais qui croient en la force du sport, comme Thierry Marx sur les problématiques d'insertion par le sport, comme Michel Simès ou Marine L'Orphelin sur des sujets liés à la santé via le sport. Et donc, ce collectif, il a pour ambition d'embarquer tout le pays, de créer un effet boule de neige pour promouvoir les valeurs, les bienfaits et la pratique du sport. Deuxième levier, c'est une stratégie de labellisation sur laquelle sans doute on reviendra, et de projets et d'événements, soit au niveau national, soit au niveau de nos partenaires ou au niveau décentralisé,
en lien avec les Drages pour labelliser des événements, des projets qui sont autour de 5 critères. Le premier critère, c'est la promotion des 30 minutes par jour. Le deuxième critère, c'est l'encouragement à la pratique sportive pour les publics qui sont les plus éloignés de cette pratique, que sont 1, les femmes, 2, les seniors, 3, les personnes en situation de handicap et 4, les étudiants. Troisième critère, c'est l'égalité d'accès à tous à la pratique sportive. Cinquième critère, c'est le rôle sociétal du sport, en particulier en termes de santé. Et le cinquième critère, c'est le lien entre le sport et la culture. Troisième levier, c'est la création d'un fonds dédié qui est géré par l'ANS, opérateur public, qui, comme vous le savez, est un carrefour entre le monde économique, le monde du sport et le monde institutionnel. Ce fonds est abondé par l'État et par des partenaires privés. Quatrième levier, c'est une campagne de communication tout au long de l'année 2024 autour de 2 axes forts. Un premier axe pour le premier semestre qui est autour des 30 minutes via une stratégie digitale, via la mobilisation d'influenceurs, via des événements ad hoc, via des relations presse, via la prise de parole de personnalités importantes, type Thierry Henry, faisant une vidéo pour les réseaux sociaux pour promouvoir les 30 minutes. Deuxième axe de communication post-jeu, qui aura pour angle d'attaque, après les jeux, on continue, sous l'angle également que les jeux, ce n'est pas un événement éphémère, que ça s'inscrit dans le collectif national, dans l'histoire nationale du pays et qu'il y a un héritage matériel et immatériel fort. Le rôle de la grande cause, c'est de valoriser l'héritage immatériel des Jeux olympiques. Et à ce titre, il y a à l'esprit que la grande cause et les Jeux avancent en cohérence. Par exemple, dans le comité des partenaires des Jeux, on a tenu avec de la grande cause, comité des partenaires de la grande cause, on a tenu à associer le COJO. Il est représenté par le directeur de l'engagement, Romain Lachance, et la directrice de l'héritage, avec Marie Barzac, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, avec lesquels on avance de concert. La grande cause et les Jeux se complètent. L'un donne de l'inspiration, donne un élan exceptionnel. La seconde étoffe le projet héritage et le valorise. Et donc l'un et l'autre se bonifient. Et vraiment, notre volonté sous l'autorité de la ministre, c'est d'avancer de concert. Il ne vous aura pas échappé qu'elle est à la fois la ministre des Jeux et la ministre de la grande cause. Donc tout ça est fait en totale cohérence. Cinquième levier, c'est une structuration de l'agenda 2024 autour de 3 types de rendez-vous. Des rendez-vous pour rassembler les Français autour du sport dans des domaines qui sont pas liés au sport, et en particulier la culture, parce qu'on croit fortement au lien entre sport et culture, pour une raison fondamentale, c'est qu'il faut mettre fin à un héritage cartésien prégnant dans notre société, notamment en partie auprès de nos élites depuis des siècles, peut-être un peu moins aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, mais qui a fait que nous avons eu toujours en France une logique de vouloir opposer le corps et l'esprit. Et c'est pour ça qu'on veut développer fortement le lien entre sport et culture, pour reprendre l'expression de Pierre de Coubertin en 1896, quand il lance les Jeux de l'ère moderne, qu'il est temps de réconcilier 2 anciens divorcés que sont le muscle et l'esprit. Et ça, c'est un fil rouge de la grande cause, parce que la grande cause, elle veut participer dans la dynamique des Jeux à la construction de la nation sportive que nous appelons collectivement de nos voeux. Et on réussira à construire cette nation sportive si, 1, on met fin à cet héritage intellectuel, et 2, si, bien sûr, le sport est au cœur du projet pédagogique. Donc, pour toutes ces raisons, on va développer le lien entre sport et culture, avec aussi à l'esprit que le sport est l'égal de la culture parce qu'il en est une expression. Parce que le sport, comme la culture, génère des émotions, véhicule des valeurs, unit les générations, rassemble les citoyens, les cimente entre eux. Et de nombreuses initiatives seront prises dans ce cadre. Je cite un exemple, c'est par exemple la Grande Dictée du sport qui commence après-demain à l'Université de Paris 8. On va créer 25 tournois sur toute la France, dans 25 grandes universités françaises, invitant les élèves de primaire à partir du CM1, les collégiens, les lycéens et les adultes à y participer, sur des textes qui parlent de sport, avec des personnalités liées au sport qui liront
le plus souvent les textes et dicteront les textes, avec des récompenses sportives pour ceux qui gagneront ces tournois, et avec des animations sportives au début et à la fin de chaque grande dictée pour justement encourager la promotion des 30 minutes par jour. Et cerise sur le gâteau, on fera la finale sous la coupole de l'Académie française le 27 avril. Et vous voyez toute la symbolique des choses de faire entrer le sport à l'Académie française dans le cadre de cette grande cause nationale. Deuxième type de rendez-vous, c'est des rendez-vous pour faire du sport avec les Français, soit autour d'événements qui existent déjà et qui sont labellisés. Alors, ça peut être la course du village, mais ça peut être aussi le semi-marathon de Paris. On a un accord avec ASO et Harmonie Mutuelle dans ce cadre-là. Mais ça peut être aussi des événements que l'on crée de toutes pièces avec la volonté de les pérenniser, comme par exemple la tournée de l'équipe de France des 30 minutes dans les écoles avec 170 sportifs de haut niveau. Ça peut être aussi la création, on va créer avec la Fédération française d'athlétisme et des partenaires comme le Crédit Mutuel, Sport 2000 et peut-être d'autres, un relais intergénérationnel, familial pour inviter les Français à faire du sport en famille, un peu à l'image de ce qui se passe au Danemark avec la Royal Run, où vous voyez des courses où des gens peuvent courir des petites distances sur 4 générations. Et donc, vous voyez, on va multiplier les initiatives pour que les Français fassent du sport. Troisième type de rendez-vous, c'est des rendez-vous pour dynamiser des politiques publiques grâce au sport, montrer l'utilité sociétale du sport. Je vous donne un exemple très concret. On lance en lien avec l'Union Sport et Cycle les 3 éco-organismes du secteur sport et l'ensemble des grands distributeurs, Decathlon, Sport 2000, Intersport et compagnie, la grande collecte du sport le 20 mars, qui a pour ambition d'inviter chaque Français à participer à un vaste vide-grenier intelligent, lui permettant d'apporter sa vieille raquette de tennis, ses vieilles boules de pétanque un peu rouillées, son ancienne tenue de ski, pour participer à une vaste opération sur 2024 points de dépôt, de collecte, de tri et pour recycler les choses dans une logique d'économie circulaire, d'économie sociale et solidaire, en lien avec différents acteurs. Conclusion de tout ça, vous l'aurez compris, à travers la grande cause, on veut faire société par le sport, on veut faire nation par le sport. Ce n'est pas pour rien que la première opération en 2024 a été d'illuminer aux couleurs de la grande cause l'Arc de Triomphe, qui est le symbole de l'unité républicaine. Cette grande cause, elle va être fortement déclinée dans les territoires. Aujourd'hui, on est au moins à plus de 1000 événements qui seront organisés ou labellisés dans le cadre de la grande cause. Tous les grands programmes de la grande cause, comme la Grande Collecte, les Journées pour une France en forme, la Grande Dictée et bien d'autres, sont déclinés sur les territoires. Et l'objectif ultime, vous l'aurez compris, c'est bien sûr de bâtir la nation sportive. Voilà l'esprit, les enjeux, le programme de la grande cause. Et je suis bien sûr à votre entière disposition pour répondre à des questions. Je vous remercie, Monsieur Roger, pour votre intervention. Moi, j'aurais une première question, c'est comment nos clubs vont-ils pouvoir participer à ces enjeux? Vous avez évoqué en fait différents publics cibles, femmes, seniors, étudiants et personnes en situation de handicap. Déjà, bon nombre de nos clubs travaillent avec ces types de publics et proposent en fait une pratique. Donc, c'est voir comment inscrire en fait les actions de nos clubs dans cette grande cause. Merci pour votre question qui est très importante et pour les clubs et aussi pour votre fédération. En gros, il y a 2 axes pour les clubs. Il y a, premièrement, vous voulez être labellisé. Alors, si vous voulez être labellisé pour un projet, vous allez sur le site grandecause-sport au singulier.fr et vous avez un onglet tout en haut à droite de la page, de la homepage, où vous pouvez déposer un projet. Tout n'est pas encore totalement finalisé, mais il y aura une charte dédiée qu'il faudra signer pour les clubs qui vont être labellisés. Et ça appartiendra au DRAGES de la région du club de vous accorder le label, de vous envoyer une lettre et de vous communiquer le kit de communication de la grande cause. Donc,
tout ça est peut-être pas à 100% opérationnel aujourd'hui, mais le sera dans les prochains jours. Et je vous invite à regarder ce matin, alors à ce stade malheureusement que dans la version print et pas dans la version digitale, mais vous retrouverez ce supplément qu'on a fait paraître ce matin dans le Parisien et aujourd'hui en France, dans lequel vous avez un calendrier de la grande cause et des informations concernant la question qui vient d'être posée. Donc le plus simple, c'est une approche digitale des choses. Vous faites part de votre projet, les Drages vous répondent, vous labellisent, vous envoient le kit et vous accompagnent. Et bien sûr, il y a quelques obligations, bien sûr, de valoriser les messages de la grande cause. Et vous êtes labellisé en fonction des 5 critères que je viens d'évoquer. Ce n'est pas cumulatif, il suffit d'avoir un des 5 critères pour être labellisé. Deuxième chose, vous voulez être soutenu, vous voulez être labellisé et soutenu financièrement dans le cadre d'un projet. Alors, il y a différents niveaux. Il y a le projet d'un club ou même d'une fédération à l'échelle régionale ou d'une ligue. Donc ça, c'est pareil. Vous sensibilisez le Drages ou via le site. Et vous avez le dossier est instruit et vous pouvez bénéficier d'un soutien financier dans le cadre du plan d'animation des territoires qui a une enveloppe de 4,5 millions d'euros et qui a été au départ qui était de 4 et avec un rajout du fonds de 500 KE par la grande cause, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 500 pour la grande cause et 4 millions pour l'animation des jeux. Ce fonds est global et vous pouvez avoir des opérations qui sont cumulatives, qui participent à l'animation sur les territoires par rapport aux jeux, mais qui peuvent être labellisées grande cause parce qu'elles répondent aux critères et vous pouvez recevoir donc un soutien financier. Il y a un deuxième niveau qui est plus national, c'est directement en lien avec la délégation ministérielle et l'Agence nationale du sport, de soutenir un projet d'une fédération ou d'un consortium de clubs répondant aux 5 objectifs et qui s'inscrit dans les messages, dans les projets de la grande cause. Dans ce cas-là, il y a une commission ad hoc qui est composée de trois structures pour accorder le soutien financier. La direction des sports du ministère, l'Agence nationale du sport et ma délégation ministérielle. On se réunit tous les 15 jours pour valider des projets et pour accorder des subventions. Et comme vous le savez sans doute, après, ça rentre dans la technique de suivi de dossier de l'Agence nationale du sport que vous connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous déjà. C'est déposé sur le site, la plateforme ad hoc de l'ANS et les choses vont assez vite, notamment pour accorder le financement et pour le versement du financement. Très bien, merci pour vos réponses. Nous avons donc quelques questions et notamment une question qui porte sur les projets. Est-ce que les projets sont uniquement ouverts à des personnes qui sont extérieures au club ou est-ce que ça peut être peut-être des projets qui sont plus internes? Pour être soutenu par notamment le fonds de l'ANS et aussi du ministère, il faut être une association, mais ce n'est pas obligatoirement un club sportif. Vous pouvez avoir une association qui s'occupe des personnes âgées, qui propose une action pour développer la pratique sportive pour les seniors, pour lutter contre la sédentarité chez les seniors, qui est un vrai sujet en passage, puisque 35% des plus de 65 ans ne font aucune activité physique et sportive. Et on peut très bien labelliser et soutenir financièrement cette opération. Très bien. Nous avions une question sur les 2 heures au collège. Est-ce que dans ce cadre-là, il y aurait un moyen de valoriser en fait les actions qui sont portées par des associations en collaboration avec des collèges? Oui, bien sûr, puisque ça rentre complètement dans le cadre de la grande cause. Si les associations, parce qu'en plus, le développement du sport à l'école, je pense que ça n'aura échappé à personne, est une priorité du quinquennat du président de la République. Je vous invite à vous référer au discours qu'il a prononcé à Orthez, indiquant qu'il fallait vraiment développer
le sport en milieu scolaire, qu'on apprenait, je vous cite le président de la République, on apprenait mieux en faisant du sport, rejoignant ce que je vous disais en introduction tout à l'heure, c'est que le sport est utile pour la concentration des élèves, est utile pour la confiance en soi des élèves, et donc quelque part est utile pour les résultats scolaires des élèves. Donc s'il y a des projets locaux de développement, d'accompagnement des 2 heures supplémentaires par des clubs, ils peuvent très bien rentrer dans, et ça correspond aux critères de la grande cause, donc il n'y a pas de sujet. Merci. Johan, tu avais une question? Oui, merci beaucoup Vincent pour toutes ces précisions. Est-ce que c'est des actions qui doivent être ponctuelles ou récurrentes? Parce que souvent, on a des subventions qui ne sont affectées que à des actions qui sont dans le temps long. Est-ce que là, on est plutôt dans le financement d'actions ponctuelles qui vient mettre en valeur une utilité particulière de la pratique sportive sur tel ou tel enjeu? Ou est-ce qu'on est plutôt sur le financement d'actions récurrentes où on va travailler sur un public cible sur le temps long? Alors, les fonds de la grande cause ne sont qu'en 2024. Mais ce qui ne veut pas dire que si vous êtes accompagné par la grande cause, c'est volontairement que l'on a choisi l'ANS pour qu'il y ait une continuité dans ce qu'on met en place. C'est-à-dire que, bon, alors, il faut en parler avec Frédéric Sanor, mais des beaux projets de la grande cause, s'ils ont réussi en 2024, il n'y a pas de raison d'arrêter en 2025. Et il y aura une continuité à la fois du ministère et de. Alors, je ne peux pas m'engager sur tous les projets, bien sûr, et ça, ce n'est pas de ma compétence, mais il y a une logique de pérennisation si les choses ont bien fonctionné. Après, on est dans une année où on veut vraiment marquer le coup, que cette année soit une sorte de tournant irréversible de la place du sport dans notre société. Donc, d'où la multiplication des événements, des initiatives dans le cadre de la grande cause. Après, pour répondre à votre question, Johan, il y a aussi derrière ça, si des projets qui sont sur le long terme sont déjà financés par l'ANS, il n'est pas sûr que dans le cadre de la grande cause, on puisse en plus les financer, puisque c'est un versement aussi de l'ANS. Donc, ça a à voir au cas par cas. Il peut y avoir des doubles financements, d'après ce que j'ai compris, mais les fonds réservés pour la grande cause, ils sont pour 2024. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de continuité. Merci. Nous avons des questions sur la labellisation, à savoir, est-ce que les projets doivent être labellisés pour avoir une visibilité? Est-ce que la labellisation précède en fait la demande de financement sur un projet? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce process de labellisation? Ben, c'est dans la demande, c'est-à-dire que si évidemment la labellisation va beaucoup plus vite parce que on va automatiser un peu le système, c'est-à-dire que le Drages va scanner une proposition. Si c'est que de la labellisation, j'allais dire que quasiment il peut répondre, pas en temps réel bien sûr, mais enfin dans la semaine, puisque c'est simplement accorder quelque part un logo, participer à une dynamique nationale, recevoir un titre de communication et signer une charte comme quoi on adhère aux valeurs de la grande cause et aux valeurs républicaines, ce qui est bien sûr important. En revanche, si c'est une subvention, vous le savez mieux que quiconque, puisque vous connaissez ça, il y a plus de délais. Mais donc, c'est dans la demande du club ou de la structure ou de l'association. Est-ce que c'est simplement une demande de labellisation ou est-ce que c'est une demande de financement? La labellisation peut arriver plus tôt que le financement, puisque comme vous savez, voilà, à partir de là, c'est de l'argent public, notamment encore plus dans le cadre du PAT, puisque là, c'est 100% d'argent public. Après, dans le cadre du fonds de la grande cause, c'est un mix d'argent public et d'argent privé, mais vous vous doutez bien qu'on fait ça avec la plus grande rigueur. Donc ça met un peu plus de temps. Mais de ce que je sais de l'ANS, c'est qu'en 3 semaines, les fonds peuvent être délivrés, quoi. Les sommes peuvent être délivrées. Donc, j'ai oublié de vous dire aussi que dans le cadre on va demander aux Drages qui vont avoir une enveloppe dédiée dans le cadre de la grande cause et du fonds de la grande cause, de faire ressortir par région, au regard des 5 critères évoqués, un projet emblématique par région et qui peut être porté par un club, par une fédération, par une association de clubs ou
ou de structures en lien éventuellement avec des collectivités locales. Donc, en plus de l'accompagnement à des projets de clubs, d'associations, il y aura aussi cette logique d'avoir un projet emblématique par région. Merci. On va peut-être procéder à une dernière question pour pouvoir passer ensuite à notre sujet suivant. On avait une question sur les montants. Est-ce qu'il y a des minima ou des Non, maximums vous sur les savez, montants? généralement, c'est qu'on ne donne pas plus de 80% du budget. Mhm. Et après, c'est très variable en fonction de… Ça, c'est vraiment de la compétence de l'ANS qui gère les dossiers de subvention. Je parle pour le côté fonds ANS. Après, sinon, c'est les DRAGES. Mais enfin, comme vous savez, c'est les mêmes critères. C'est très variable. Très bien. C'est en Ben, fonction du merci. budget, de l'opération. Ça peut être 2 000 euros comme 50 000 euros. Vous voyez, c'est très variable en fonction de la dimension du projet, en fonction de la manière dont il s'inscrit dans le récit national de la grande cause, en fonction du nombre de personnes concernées. Il n'y a pas de… Enfin, le critère majeur, c'est que ça ne peut pas être 100% du budget, à de très rares exceptions qu'il faut argumenter. Deuxièmement, ça dépend du budget de l'association, ça dépend du budget du projet, et on a bien sûr de tout. Très bien. Je vous remercie pour l'ensemble de ces réponses. Donc, il y a encore d'autres questions qu'on n'a pas pu poser, mais on y répondra dans le cadre de la foire aux questions. Et puis, on rappelle qu'il y a le site de la Grande Cause nationale qui peut donner déjà un tas d'informations, en fait, sur tout ce qui est mis en place. Merci beaucoup, Exactement. Je vous en Monsieur prie. Roger. Merci. Donc, nous allons passer à notre second sujet. Donc, qui porte sur les clubs sportifs engagés. Et donc, je vais transmettre tout de suite la parole à Arnaud Gandet de France Travail qui porte ce projet-là. Merci Martine, bonjour à tous et bonjour à toutes. Ravi de vous présenter le dispositif. On peut peut-être passer à la diapo suivante, juste pour recadrer un peu le contexte. Donc, les clubs sportifs engagés, c'est la réponse enfin, une des réponses à un axe qui a été soulevé dans la signature de la feuille de route interministérielle sur l'insertion par le sport, qui avait été signée en novembre 2022 par la ministre des Sports, le ministre du Travail et la ministre de la Formation professionnelle à l'époque, et qui vise à créer, créer une communauté de clubs qui en tout cas qui souhaitent développer leur impact social, et puis plus généralement de permettre de répondre à trois sujets sur cette thématique-là. Faire passer à l'échelle des initiatives qui existent sur les territoires, qui sont portées par des clubs ou par des associations. Cartographier et bien faire connaître tous les dispositifs existants en matière d'insertion socio-professionnelle, parce que c'est un véritable besoin de faire connaître ces dispositifs, d'inspirer, de donner envie à des clubs de reproduire des actions existantes. De permettre de former et d'accompagner tous les clubs qui souhaitent s'engager dans cette dynamique-là. Parce que il ne s'agit pas simplement de vouloir le faire, il faut être armé pour pouvoir le faire, il faut être en capacité d'adapter sa pratique physique au public qu'on souhaite toucher, de bien identifier les parties prenantes à mobiliser, de se mettre en relation avec son service public de l'emploi local, etc., etc. Et puis, trois, c'est de bien identifier les financements disponibles pour que le club qui s'engage dans cette voie-là, et sur ce que j'entendais tout à l'heure et sur lequel je souscris complètement, c'est comment le club peut être au soutien des politiques publiques, justement, comment on identifie les parties prenantes à mobiliser et les financements disponibles pour le faire. Je veux bien la diapo suivante. Donc, trois objectifs sur notre initiative, hein. C'est mobiliser tous les clubs sportifs sur l'ensemble du territoire national, avec une feuille de route qui est ambitieuse, 10 000 clubs engagés à la fin de l'année 2024. L'initiative a été lancée en décembre, on a dépassé les 500 clubs déjà engagés, et on présente au fil de l'eau avec les différentes fédérations et le mouvement sportif l'initiative, avec cette ambition d'outiller les clubs, de leur permettre de connaître les dispositifs et d'y répondre,
c'est de travailler ce lien, puisque la mission et la communauté des clubs sportifs engagés est abritée sous France Travail. Donc, on est vraiment au cœur de la machine pour développer de l'emploi et insérer les personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc, c'est travailler ces liens entre les clubs sportifs et les acteurs du service public de l'emploi. Bien évidemment, Pôle emploi, aujourd'hui France Travail, mais aussi les missions locales, Cap emploi, enfin toutes les structures qui vont vous permettre, en partenariat, de construire des programmes qui visent l'insertion socio-professionnelle d'une manière générale. Et puis, c'est d'identifier et être identifié des partenaires publics et privés. Et c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui un site temporaire, mais il y a la création d'une plateforme, et j'en parlerai tout à l'heure. Et dans cette plateforme, les clubs engagés pourront être cartographiés, et notamment par engagement, c'est-à-dire quel type d'engagement a mon club. Et ça permet deux choses. Ça permet déjà de valoriser ce qui est déjà fait sur les territoires, et que aujourd'hui on a tendance dans le mouvement sportif à valoriser ceux qui gagnent des médailles. Et je pense qu'il est important de valoriser ceux qui ont un impact sur leur territoire aussi. Et il ne s'agit pas de les opposer, mais en tout cas de mettre en avant et de valoriser ceux qui développent ce type d'initiative. Le fait de les valoriser, ça a aussi un autre impact. Ça permet à des partenaires privés d'identifier les clubs de son territoire qui sont engagés sur telle ou telle thématique, parce que notre rôle, et je le dirai tout à l'heure, c'est aussi de lever des fonds, et en tout cas d'identifier des liens entre le mouvement économique et le mouvement sportif. Hop, je veux bien la suite. Alors, qu'est-ce qu'un club sportif engagé? Un club sportif engagé, c'est donc un club qui rejoint la communauté, soit en portant une action déjà identifiée, et donc on a une liste derrière qui n'est pas exhaustive, qui est à la fois une liste d'actions potentielles, mais aussi ça peut être des actions propres à chaque club, ou c'est un club qui dit, moi, je ne suis pas encore armé, mais j'ai envie d'y aller. Et donc, je rentre dans le dispositif parce que je m'engage à porter ces actions-là. Et donc, cette volonté d'être assez, d'avoir un niveau d'engagement relativement faible au départ, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un frein à l'entrée, et surtout, on a envie d'embarquer et d'améliorer l'engagement de tous ces clubs au fur et à mesure. Et si on peut basculer tout de suite sur la diapo d'après, ça permet de rebondir sur les dispositifs existants et sur ceux qu'on souhaite promouvoir. À la fois, bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure, c'est la mise en lien avec le réseau de l'emploi, parce que la première action qu'on peut mettre, c'est déjà de connaître correctement son agence Pôle emploi, d'identifier des passerelles et du travail collaboratif. C'est des dispositifs qui existent, hein, la plateforme Un jeune, une solution, le collectif mentorat, l'immersion professionnelle. Voilà, c'est des dispositifs qui existent aujourd'hui et qu'on peut porter à la connaissance de ses adhérents et de sa communauté, parce que ça peut permettre de régler des sujets. Et puis, il y a les actions qui sont des actions propres que le club peut mener, avec, bien évidemment, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les créneaux d'aller vers, comment j'identifie des nouveaux publics ou des personnes qui sont aujourd'hui en difficulté d'insertion. Et donc, tout ce travail d'aller vers est essentiel, et même la logique même de la création de France Travail. Je rappelle que l'initiative des clubs sportifs engagés est dans le rapport de préfiguration de France Travail. C'est tout ce qui est autour de j'organise des heures d'activité à l'attention des bénéficiaires du RSA ou des jeunes à travers le contrat d'engagement jeune. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le sport a une capacité à remobiliser, à redonner confiance, à recréer du lien social, on en parlait tout à l'heure, et que ça, c'est la première étape pour que ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi puissent retrouver de la confiance, retrouver une démarche positive pour ensuite aller vers un projet d'accompagnement professionnel. Puis, d'autres types d'activités sur l'organisation de job dating et de stade vers l'emploi que vous connaissez déjà, puisque votre fédération est déjà engagée sur ce dispositif-là. La découverte des métiers, parce qu'on a aujourd'hui énormément de métiers sous tension, et il faut peut-être un peu rafraîchir et redynamiser cette présentation de ces métiers-là à nos publics, et notamment les plus jeunes. Et puis tous les sujets d'insertion liés à l'accueil de stagiaires, l'accueil d'alternants, de services civiques, et tous les sujets qui permettent de lever des freins à l'employabilité. Et voilà, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Encore une fois, il y a encore des clubs qui nous surprennent tous les jours, parce qu'il y a des actions très innovantes, et que voilà, on rentre dans cette dynamique-là de créer cette équipe de France des clubs qui s'engagent pour l'insertion socio-professionnelle. Je veux bien la diapo suivante.
Alors peut-être les deux dernières, j'ai essayé d'être le plus light possible pour pouvoir échanger et surtout ne pas vous perdre en cours de route. L'intérêt des clubs de rejoindre la communauté, c'est l'accès à une plateforme qui sortira en février, qui va vous permettre à la fois de découvrir tous les dispositifs existants en matière d'insertion socio-professionnelle en fonction des différents publics, hein, et un petit peu à l'image pour ceux ou celles qui la connaissent de la plateforme des entreprises s'engagent. Donc, je peux m'engager par action, je peux m'engager par public. Et donc, ça permet de connaître finalement tout ce qu'il est possible de faire en matière d'insertion socio-professionnelle. C'est d'identifier les différentes parties prenantes que vous allez pouvoir solliciter sur votre territoire. C'est d'identifier également les financements que vous pouvez mobiliser quand vous allez mettre en place telle ou telle initiative. Et puis, c'est de découvrir les possibilités de formation et d'accompagnement, à la fois en interne, mais aussi les capacités que l'AFDAS pourrait avoir de vous accompagner et de financer des programmes de formation. Le deuxième intérêt, c'est bien sûr l'accès à la communauté et à la communauté engagée, parce qu'on est convaincu que il faut s'inspirer des bonnes pratiques et que le fait de rentrer dans une communauté, et on le voit tous les jours, ben, les clubs se parlent entre eux, et donc le club de foot de Moselle peut inspirer un club de badminton dans les Deux-Sèvres parce qu'il y a un programme qui est intéressant, il y a une cible qui est intéressante et donc ça permet, sans forcément passer par nous d'ailleurs, de connecter ces structures-là pour qu'ils puissent identifier l'ingénierie de la mise en place du programme, comment ils l'ont financé, quels sont les freins qu'ils ont eu à la mise en place, etc. etc. Et puis, c'est aussi un bon moyen de faire valoir et de valoriser l'engagement de chacun auprès de son écosystème pour dire, bah, tiens, d'aller voir sa collectivité. On dit, vous savez, nous, on est un club sportif engagé, et voilà, sur tel type d'engagement qu'on a pris. Et donc, c'est aussi important, et ce que je disais tout à l'heure, de valoriser le travail des clubs en matière d'insertion socio-professionnelle. Et puis, le dernier sujet, le dernier avantage qui n'est pas négligeable, c'est bien sûr l'accès à des financements spécifiques. À la fois parce qu'on va vous permettre d'identifier les financements en fonction des programmes, mais aussi parce qu'on va porter nos propres financements. Vous connaissez tous Impact 2024, hein, qui va d'ailleurs sortir demain. Pour ceux ou celles qui ne le savent pas, Impact va sortir demain et nous allons, France Travail va abonder l'enveloppe d'Impact 2024 de près de 3 millions d'euros cette année, justement pour financer des projets autour de l'insertion socio-professionnelle à travers 3 axes principaux. Tout ce qui est la mise en place de créneaux d'aller vers, donc comment avec mon service public de l'emploi, je vais aller chercher des publics en difficulté et grâce au sport, je vais permettre de les reconnecter avec le réseau pour leur permettre de reconstruire des parcours. Il y a tout le sujet autour des jeunes, du contrat d'engagement jeune, comment je remobilise cette jeunesse et notamment celles qui ne sont pas dans des parcours de formation, qui ne sont pas professionnalisés, qui ne sont pas dans des parcours professionnels, et comment grâce au sport, je vais leur redonner confiance et je vais les reconnecter au service public de l'emploi. Et puis tous les publics fragiles, je lisais très rapidement dans le chat, les réfugiés, bien évidemment, les personnes isolées, les bénéficiaires du RSA. Voilà, comment je vais créer, grâce au sport, les conditions pour que ces gens retrouvent de la confiance, lèvent des freins à un retour dans un parcours positif. Et donc, voilà, à travers ces appels à projets, on souhaite outiller, accompagner et financer les clubs qui veulent porter ces missions à impact. Et puis, au-delà d'Impact 2024, on a aussi, et on va tout au long de l'année, proposer des appels à projets. Nous avons déjà levé un peu plus d'1 million d'euros avec la Caisse d'épargne, où on va, pareil, de la même manière, porter des initiatives sur ces sujets-là. On sera peut-être beaucoup plus là sur la découverte des métiers, sur du job dating. Enfin voilà, l'idée c'est de lever des fonds à travers différents programmes pour que tous ceux qui veulent, qui ont la volonté de mettre en place ces initiatives, eh ben, n'aient pas à se soucier du financement de ces initiatives. Parce que je pense que pour avoir été moi dans le monde, dans des clubs pendant plus de 30 ans, je sais bien que la contrainte liée à la recherche de financement est souvent un obstacle à la mise en œuvre des projets. Donc, je pense que c'est important qu'on lève ce frein-là. Et puis peut-être, je crois qu'il y a une dernière diapo.
Alors là, c'est peut-être juste pour vous donner un petit peu de temporalité et il ne faut pas s'attarder spécialement à la frise. Juste vous dire que, dans cette communauté, notre volonté, c'est d'acculturer les clubs sur les sujets d'insertion socio-pro. Et donc, tous les mois au minimum, il y aura des journées thématiques, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, on est sur le mois du mentorat. Au moment où on se parle, il y a un webinaire de présentation, hein, du mentorat qui sera d'ailleurs disponible en replay, donc vous pourrez suivre. On va organiser des sujets autour de l'organisation des créneaux d'aller vers, du contrat d'engagement jeune. Enfin voilà, on va acculturer finalement tous ces clubs à travers des webinaires et surtout la mise en avant de clubs qui ont déjà mis en place des actions. On va pouvoir vous nourrir là-dessus. Et puis après, il y a tout le sujet, bien sûr, de l'accompagnement. On a aussi cette volonté d'aller sur les territoires et de valoriser les clubs sur les territoires. Donc, il y aura, bien évidemment, vous serez associé, et c'est un travail qu'on fait de concert avec les fédérations et les organes déconcentrés, hein, les ligues et les comités. On veut valoriser les clubs sportifs engagés des territoires et leur permettre surtout de se réunir pour que, indépendamment du sport, ils puissent partager des bonnes pratiques, ils puissent identifier les bonnes parties prenantes du territoire. Et donc, dans ces soirées de labellisation, en tout cas de valorisation, vous aurez les organes déconcentrés de l'État, hein, les préfectures, vous aurez les DRAGES, les DRETS qui seront présentes, vous avez les entreprises s'engagent parce que le mouvement économique doit être associé à ces actions-là. Vous avez bien évidemment tout le service public de l'emploi qui sera présent. Et donc, voilà, on veut créer ces écosystèmes favorables à la mise en œuvre et à la mise en place d'actions structurantes et impactantes sur les territoires. Et puis, juste rappeler effectivement cette ambition partagée des 10 000 clubs engagés. Et voilà. Et peut-être, oui, un dernier sujet, effectivement, sur comment on rejoint la communauté, hein. Donc là, il y a un Google Form, je vous l'ai dit, sur le site provisoire. Vous pouvez aller vous inscrire, ce qui vous permettra déjà de recevoir toutes les informations, à la fois sur les appels à projets, à la fois sur les prochains webinaires, enfin voilà, sur les différents sujets. Je vais peut-être d'ailleurs mettre dans le chat, je l'avais préparé, le lien du site. Hop, voilà, comme ça, tout le monde peut le récupérer, se connecter et avoir accès. Et puis, bah, surtout, euh, disponible pour répondre à vos questions. J'imagine qu'elles sont nombreuses. Oui, nous avons de nombreuses questions. Donc, ben, c'est bien parce que tu viens d'y répondre en nous disant où trouver des pratiques inspirantes, voir tous les éléments pour pouvoir répondre à ces appels à projets, parce qu'il y a de nombreuses actions et du coup, voir comment les clubs peuvent ben, voilà, avoir plus de précision sur chacune de ces actions. Peut-être, Euh, peut-être, on... peut-être, Pardon. je vois les questions, donc si tu veux, je peux déjà commencer à faire Ah un ben, petit très tour bien. de réponse comme ça. Alors, sur les sujets de qui peut rentrer dans la communauté, tout le monde peut rentrer dans la communauté, hein, les fédérations, les ligues, les comités, les clubs. On a cette volonté, si on veut passer à l'échelle, d'acculturer les clubs, parce que c'est les opérateurs, c'est ceux qui sont en contact avec le public, hein, mais bien évidemment, on travaillera et on veut acculturer tous les acteurs du sport. Donc, dans le questionnaire d'entrée, vous avez des différents onglets, donc intégrez-vous là-dessus. Vous dire aussi que sur le sujet d'impact, ce sont les clubs qui sont éligibles, mais ça ne veut pas dire que les comités ou les ligues ne peuvent pas être dans les consortiums, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un travail collaboratif, hein, avec les différents organes déconcentrés, au contraire. Tac, tac, tac. Merci. Nous réalisons une séance de Wellington pour les personnes en situation de handicap. Les actions éligibles, bien évidemment, hein, tout ce qui est autour des publics fragiles. Nous, on est complètement engagés sur ces sujets-là et donc bravo déjà pour ce que vous faites. Alors, on a des sujets de professionnalisation parce qu'une de nos croyances, c'est que l'élargissement finalement du rôle social des clubs est aussi peut-être une première étape dans la professionnalisation des associations sportives. C'est-à-dire qu'on considère que quand parfois, dans la pratique traditionnelle, on a un éducateur sportif qui est là de 18h à 22h le soir et qui ne permet pas forcément d'avoir un poste à temps plein. Bah, l'avantage de travailler aussi sur d'autres types de programmes, plus en journée, plus sur d'autres thématiques, permet finalement de pérenniser des postes et donc de construire
une professionnalisation de ce sujet-là. J'attire votre attention sur, vous le savez, hein, le président de la République a annoncé une aide au recrutement d'éducateurs sociosportifs. Bon, la doctrine n'est pas encore finalisée, mais dans les prochains jours, vous allez pouvoir identifier les modalités de candidature sur ce sujet. Alors, du stade vers l'emploi peut-il être piloté directement par un club et obtenir un financement? Alors, le stade vers l'emploi est un dispositif spécifique qui a déjà quelques années. Je rappelle juste que cette année, en 2024, 500 stades vers l'emploi vont voir le jour, 300 qui sont financés en national par l'ANS, par les entreprises s'engagent, par le ministère des Sports, le ministère du Travail, et 200 sont financés localement. Sur l'ingénierie, donc il y a 12 fédérations qui sont porteuses aujourd'hui du stade vers l'emploi. L'ingénierie et le déploiement est géré par les fédérations et les organes déconcentrés. Donc ça c'est les fédérations qui, j'ai envie de dire, qui vont répondre à ces questions-là. Et donc là, Martine, je te laisserai la main là-dessus. En tout cas, nous, notre volonté, bien évidemment, cette année, c'est déjà de livrer les 500, puisque vous imaginez que c'est une contrainte assez forte pour le réseau de l'emploi. Sur un stade vers l'emploi, c'est 60 jours de travail pour les équipes de Pôle emploi pour identifier les entreprises, pour aller chercher les demandeurs d'emploi. Donc, c'est beaucoup de travail. Donc, vous imaginez bien qu'on ne peut pas non plus le développer beaucoup plus que cela. Mais par contre, on a un vrai enjeu qui est un enjeu d'après les Jeux, puisque, je vous l'ai dit, il y a 300 qui sont financés nationalement et qu'a priori, le financement risque d'être un peu plus local à partir des années prochaines. Et donc, on a tout un travail d'aller chercher des financements pour continuer à garantir finalement ces stades vers l'emploi, culturer les clubs, les mettre en lien avec les agences locales pour que naturellement le sujet puisse être dupliqué. Oui, juste pour rajouter la partie club et fédé sur ce sujet-là, effectivement, la convention, elle est nationale, donc elle est portée par la fédération, et ensuite la fédération travaille avec les ligues, et les ligues travaillent avec les clubs. Donc, ça ne va pas directement sur le club. Il y a ces échelons-là pour mettre en place ces stades vers l'emploi, ceux qui sont dans la convention nationale en tout cas. Après, sur le développement local, je pense qu'on travaillera également avec les organismes en région, c'est-à-dire les ligues, et ensuite on associera bien sûr les clubs volontaires en fonction des territoires et des ressources de France Travail sur le territoire. Je vois une question sur les dispositifs créés pour les jeux. Alors, je ne sais pas de quoi on parle. Si on parle d'impact, Impact va continuer. Donc, l'ANS me l'a confirmé. Donc, Impact continuera sur les années suivantes. Après, s'il y a d'autres dispositifs spécifiques, moi, je suis pas, pour le coup, je suis pas Peugeot, donc je n'ai pas tous les éléments et je ne sais pas ce qui se passe. Oui, je peux compléter là-dessus. Donc sur les nombreux dispositifs entre Terre de Jeux, le Club Paris 2024, le label Génération 2024, il y a un certain nombre de dispositifs qui vont être légués soit au CNOSF, soit à l'ANS, mais la plupart des dispositifs qui ont été lancés perdureront dans le temps, mais avec des porteurs différents. Voilà. Arnaud, nous avons également une question sur la pérennisation des actions et en fait sur la notion d'innovation. À chaque fois en fait que les clubs recherchent des financements, bien souvent quand ils déposent un projet, on leur demande d'innover et bien souvent c'est sur du court terme. Est-ce que là, sur des actions qui seraient récurrentes, on aurait la possibilité d'avoir des financements sur du plus long terme? Alors, je parle que pour ma partie et pour le coup France Travail. Donc, nous, on a toute cette logique d'appel à projet. Pourquoi? Pour initier finalement des actions et pour que les clubs puissent se lancer. Et vous l'avez vu, le premier onglet, c'est connecter le service public de l'emploi et le club sportif. Parce que ça, c'est justement, pour nous, c'est ça la réponse à la pérennisation. C'est-à-dire qu'il faut créer les conditions pour que en local, ça puisse travailler ensemble et ça travaille sur du long terme. Je vous donne des exemples. Aujourd'hui, on a des clubs sportifs qui ont signé des conventions avec leurs agences Pôle emploi. Et donc, elles travaillent en partenariat sur du long terme. Et c'est comme ça qu'on pérennise. Et il ne faut pas attendre. Nous, on est là pour créer une impulsion, on est là pour
acculturer les clubs sportifs pour leur donner les clés, pour leur permettre d'être accompagnés, de développer des compétences. Et on est surtout là pour les connecter au local, parce que je suis convaincu que ce n'est pas à travers les appels à projets qu'on pérennise des postes. C'est parce on initie une démarche et ensuite on connecte avec le territoire et on crée des passerelles sur les territoires pour justement créer des actions qui sont durables dans le temps et qui sont financées avec le local. Et c'est tout notre enjeu. Il y a aujourd'hui chez France Travail, au sein de France Travail, il y a des délégations régionales qui ont des crédits justement sur les thématiques dont on est en train de parler. Et donc, notre travail, c'est de créer ces connexions et de permettre justement de construire des actions sur le terrain qui sont pérennisées dans le temps, qui montrent qu'ils ont une efficacité. Et encore une fois, on a tous les publics possibles, hein, les personnes en situation de handicap, les réfugiés, les femmes isolées. Enfin voilà, on peut trouver des projets et des publics qui bien sûr correspondent à l'ADN du club et qui correspondent aussi aux besoins des territoires. C'est aussi important. Oui, tu as cité la question des personnes réfugiées. On avait une question justement sur les personnes réfugiées. Est-ce que le programme STEP pour les réfugiés serait reconnu dans le cadre de ce dispositif? Oui, bien sûr, ça fait partie de la cible et Mm. on connecte avec l'ADIR et avec les différents services. Je ne comprends pas financer avec le local. Bah, quand je dis financer avec le local, c'est déjà connaître pour un club, connaître son pôle emploi, et donc aujourd'hui France Travail, identifier est-ce qu'il y a des possibilités de financement en fonction des programmes que vous portez. Exemple, je remobilise des bénéficiaires du RSA. Aujourd'hui, il y a des crédits qui sont disponibles, donc on les identifie, on met en place des actions. Il y a forcément des sujets autour de la DREDS, qui est l'organe déconcentré du ministère du Travail, avec la DRAGES. Si ce n'est pas Pôle emploi, si ce n'est pas France Travail, c'est peut-être la mission locale, c'est peut-être Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Enfin, voilà, il y a plein d'organismes qui existent. On travaille avec la NCT, par exemple, sur la cohésion des territoires, notamment sur ceux qui bossent en QPV. Enfin, voilà, il y a des organes déconcentrés en local qui ont des financements. Et aujourd'hui, le mouvement sportif a peu connaissance de ces dispositifs-là. Et donc, c'est ça l'importance de se connecter et d'acculturer les clubs à tout cet écosystème. Et je pense qu'on ne changera pas l'écosystème, donc il faut qu'on acculture les clubs à cet écosystème. Oui, d'où la dernière question Évidemment, évidemment. concernant Et le... c'est pour ça qu'on va créer aussi beaucoup de webinaires pour acculturer les clubs, pour qu'ils puissent comprendre dans quel environnement ils travaillent et comment ils peuvent avancer et mettre en place des actions. Est-ce qu'on a fait le tour des questions, Martine? Alors, on avait une question, mais je pense que tu as partiellement répondu sur les clubs qui n'ont pas de salariés à l'heure actuelle. Hein. C'est vrai qu'au sein de la fédération, hein, on a en convention nationale 66 services civiques et nous avons également, au total, hein, on recense une centaine de services civiques qui travaillent au sein des structures associatives de badminton. Déjà, recruter un service civique, c'est déjà une première étape pour rentrer dans les clubs engagés, mais je te laisse peut-être développer cette partie. Oui, et puis encore une fois, il y a deux sujets. D'abord, il y a près de 80% des associations sportives qui n'ont pas de salariés. Donc, bien évidemment, hein, que les clubs qui n'ont pas de salariés sont largement invités, puis ont montré aussi leur capacité à avoir des programmes à impact. On peut travailler sur le mentorat ou sur le tutorat, on peut travailler sur l'accueil de certains publics, indépendamment du fait qu'on n'ait pas de professionnels pour le faire. Et puis surtout, encore une fois, la démarche est aussi une démarche de dire on va monter en compétences, on va pouvoir développer des programmes et ces programmes vont générer des ressources qui peuvent laisser envisager la pérennisation d'un poste ou le partage, hein, aussi, parce qu'une une des actions, c'est de se dire on a des dispositifs qui existent pour partager des emplois, il y a des groupements d'employeurs, etc., etc. Et je veux bien rebondir sur les webinaires, plutôt que des webinaires, créer des afterworks. C'est prévu, hein, quand je vous ai dit que tout à l'heure, on allait aller sur les territoires. Notre volonté d'aller sur les territoires, c'est justement pour créer ces synergies et inviter les clubs pour présenter la démarche. Donc, on a bien compris. Après, il faut bien faire connaître le dispositif. C'est la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui.
sur la question précédente, sur le fait que du coup, effectivement, à chaque appel à projet amène la rédaction d'une fiche projet spécifique. Je suis pas sûre qu'on ait la possibilité aujourd'hui d'être sur un projet plus global. Alors, sur Impact, on a la même, c'est le même dossier que Impact classique, hein, avec un onglet spécifique. Donc là, on va rester là-dessus. Sur les autres, c'est difficile de donner une réponse générique, hein, et ça dépend effectivement du projet qui est porté, ça dépend du public qui est ciblé, ça dépend des parties prenantes à mobiliser. Donc effectivement, ça nécessite un peu de travail et je comprends bien qu'il y ait une bande passante qui soit limitée. Et donc, il faut trouver le bon équilibre entre la volonté du club d'aller sur ces sujets-là, le temps qu'on peut y consacrer et surtout finalement, le retour sur investissement qu'on peut y attendre. Sur l'ensemble des actions, tu nous confirmes que le budget s'équilibre à partir d'un cofinancement, c'est-à-dire que l'action est financée partiellement et il y a des cofinancements à aller chercher auprès d'autres partenaires Oui, ou encore pas une fois, forcément. on peut pas industrialiser un process. Nous, c'est identifier des financements qui permettent, enfin, encore une fois, j'ai été dans des clubs, je n'imagine pas me lancer dans un programme si je n'identifie pas le financement. Donc, évidemment, nous, il ne s'agit pas de dire il y a des financements qui sont exclusifs, et donc dire il y a un financement qui va vous permettre de financer l'intégralité de votre programme, mais il y a euh, des consortiums et des collaborations à trouver sur des territoires pour consolider des financements. Et comment on compte y faire? Eh ben, il y a une volonté, encore une fois, je l'ai dit, de cartographier les différents acteurs et de montrer ce qu'ils font. On est en train de travailler avec notre service communication pour mettre en avant ce qu'ils font et en fonction des thématiques. Et puis ensuite, euh, chaque club qui est inscrit dans notre démarche peut contacter un autre club et identifier ce qu'il fait. Donc, on a à la fois, on va mettre en avant et on va créer ces canaux de communication qui vont permettre aux clubs de se parler, de poster leur engagement. Et donc, ensuite, les clubs pourront se connecter en direct sans que nous, on ait à intervenir. Parce qu'encore une fois, on est là pour animer cette communauté et leur permettre de se nourrir entre eux et de lever des freins à la mise en œuvre de certains programmes. Très bien. Sur les rendez-vous en région que tu nous as présentés à la fin, là, sur la frise, comment se passe la transmission d'informations? Est-ce que c'est au niveau national, nous allons informer nos ligues de ces événements ou ce sont les clubs qui sont inscrits qui sont invités? Non, non, au contraire, l'objectif, c'est de faire connaître le dispositif et d'embarquer le plus d'acteurs possible. Donc, on est en train de travailler, hein, sur un programme, hein, d'action et d'une tournée. L'idée en méthode, c'est de pouvoir y associer tous les organes déconcentrés, donc les ligues, les comités, et de dire voilà les GDOS, les CROSS. Il y a une soirée qui est prévue sur cette thématique-là. Nous avons déjà, nous, des clubs qui sont engagés et qu'on va mettre en avant et à qui on va faire prendre la parole, hein, pour tu vois, donner des exemples concrets de ce qu'ils ont mis en place sur leur territoire. Et on va inviter tous ceux qui ont envie de le faire à travers les organes déconcentrés, et ben, de nous rejoindre et de rejoindre la communauté pour mettre en place des actions. Merci Arnaud pour ces réponses précises et claires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions dans le chat. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être redonner la parole à Johan pour clore ce petit webinaire performance sociale. Il y avait une autre question là, Martine, de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Alors oui, bien sûr, hein, c'est possible d'avoir un financement à 100%. Après, il faudra travailler les différents canaux de financement. C'est-à-dire que il y a certains opérateurs qui financent à 80%, donc les 20% restants, il faudra aller les chercher ailleurs, mais ça peut être un autre financement public, ça peut être du financement privé, enfin voilà, ça peut être d'autres types de financement, mais bien sûr. Et encore une fois, moi, en tant que responsable associatif, si je mets en place des actions,
je l'ai mis en place parce que j'ai trouvé les financements. Après, encore une fois, il y a des opérateurs publics qui ne financeront pas tout, parce qu'il y a des doctrines qui sont mises en place, mais il y a des différents canaux de financement qui vont s'additionner pour justement compléter et vous permettre d'être tranquillisé sur la capacité à faire. Merci Arnaud. Je voudrais remercier vraiment chaleureusement Arnaud et Vincent pour leur présentation, en espérant que ça réponde à un certain nombre de questions. On le voit, hein, c'est des dispositifs nouveaux qui se lancent. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir vulgariser un petit peu tout ça et vous donner les clés de lecture de ces différentes opportunités pour les clubs de badminton, à la fois de gagner en visibilité dans un affichage sur des plateformes, sur des agendas, et d'aller émarger sur des financements locaux ou à plus grande échelle. Et surtout, voilà, de se donner les clés pour construire l'avenir, parce que l'avenir, il est incertain pour les associations, on le sait, et donc de montrer, de se distinguer des autres et de montrer les différentes activités qu'on peut proposer, et c'est extrêmement riche dans un club de badminton, du fait qu'on est capable d'aller de 5 ans à plus de 90 ans, quelle que soit la condition physique, le genre, le niveau, etc. C'est important d'aller émarger là-dessus, de montrer que le badminton est mobilisé. Et puis nous, on sera évidemment là à vos côtés pour continuer de répondre aux questions en lien avec les équipes des clubs sportifs engagés et de la grande cause nationale pour répondre à ces questions-là et faire en sorte que, oui, vous ayez des outils pour l'avenir, pour aussi montrer sur votre territoire à des futurs potentiels partenaires publics ou privés que vous êtes un club pas comme les autres et qu'effectivement vous méritez qu'on vous accompagne dans le développement de vos activités. Donc un grand merci à nos intervenants, un grand merci aux équipes qui ont organisé ce webinaire. Encore une fois, une très belle année 2024 à toutes et à tous. Prochain rendez-vous le 29 janvier pour la cérémonie des vœux et puis surtout plein de bonnes choses pour vos adhérents, pour votre territoire, que vous soyez en club, en comité, en ligne. Merci de votre présence aujourd'hui et puis à très bientôt. Donc vous aurez accès, comme Martine l'avait dit tout à l'heure, au replay que vous pourrez diffuser à celles et ceux qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui. Bonne journée Merci et à très beaucoup. bientôt. Merci Merci beaucoup. pour votre Merci tout le invitation. À monde. bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.